Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, j'ai l'honneur d'animer, non pas parce que j'ai souhaité le faire, mais bon, voilà, il s'est fait que dans l'organisation, Marie-Françoise a pu nous rejoindre, donc elle dira quelques mots tout à l'heure, hein, mais c'est avec grand plaisir qu'on reçoit des chargés de mission du CNA, Conseil national de l'alimentation, avec qui nous avons un partenariat actif. Nous avons déjà eu des séances ensemble, mais là, nous avons souhaité, avec le CNA, présenter des travaux récents, des avis importants, hein, sur des sujets majeurs pour aller vers des systèmes alimentaires plus durables et solidaires, avec notamment un avis qui a été rendu sur l'accès digne à une alimentation suffisante et de qualité, de manière à mieux répondre aux besoins et aux attentes des personnes qui connaissent cette précarité alimentaire. C'est aussi comment cette précarité alimentaire rentre en cohérence avec l'ensemble des objectifs généraux, hein, des politiques publiques, hein, mais c'est cet avis résumé de l'avis 2021 hein, dont nous aurons l'occasion, 91, pardon, dont nous aurons l'occasion que Morane Lachez, qui est à ma droite, pourra vous présenter tout à l'heure. Et puis aussi la présentation de l'avis 90, hein, qui lui est davantage sur l'alimentation compatible avec des systèmes alimentaires durables. Et d'ailleurs, j'ai vu que l'une de nos consoeurs, hein, qui est Pascale Ebel, a présidé le groupe de concertation qui, pendant un an, a élaboré cet avis pour à la fois dresser un état des lieux, des nouveaux comportements alimentaires, avec, on a vu les fluctuations aussi entre la période Covid et la période post-Covid, notamment par rapport aux produits biologiques, l'impact structurant sur la durabilité des systèmes alimentaires, mais aussi toutes les conséquences à la fois sanitaires, environnementales, économiques et sociales. Et bien sûr, des solutions opérationnelles pour y parvenir et répondre aux attentes sociétales. Alors, je laisse ma présidente, Marie-Françoise, voilà, qui nous a rejoint. Merci beaucoup, Constant. Non, je voulais juste dire tout l'intérêt et l'admiration pour l'action du CNA que je lui porte, en particulier pour la mise en place de sa démarche participative avec les associations. C'est pas fréquent, ça existe bien sûr, heureusement, et donc je vous en félicite et je pense qu'à travers vos exposés, nous aurons aussi des échos de cette approche-là qui est relativement récente, je crois, et intéressante. Voilà, c'était ce que je voulais compléter de l'exposé de notre secrétaire perpétuel. Merci Marie-Françoise, effectivement, c'est tout le travail vraiment de concertation, d'écoute de la société, hein, qui rejoint d'ailleurs l'un de nos objectifs du projet stratégique, c'est être à l'écoute, hein, de manière à mieux répondre aux attentes sociétales. Alors, sans tarder, je vais donner la parole à Sylvie Vareille, que j'ai eu l'occasion de connaître dans des passés pas très lointains, où j'étais président de l'Observatoire des missions et des métiers. Et Sylvie était l'une des chargées de mission, mais en même temps, j'ai connu quand j'étais président de l'Institut de formation du ministère de l'Agriculture, puisqu'elle y était à l'époque aussi. Voilà, Sylvie, à vous, je vous passe mon micro. Merci beaucoup, Constant. Merci pour cette invitation. Merci à tous d'être présents pour cette présentation que nous allons vous faire, à la fois du Conseil national de l'alimentation et de ses récents travaux, comme l'a évoqué Constant. Donc, je vous propose de démarrer tout de suite. On a prévu de vous faire d'abord quelques instants, quelques minutes sur le Conseil national de l'alimentation en 3 questions. Qu'est-ce que c'est que le Conseil national de l'alimentation? Qui le compose? Comment est-il composé en fait? Et la 3e question, c'est comment fonctionne-t-il? Donc j'ai quelques minutes pour ça, pour vous remettre en contexte ce qu'est le CNA. Ensuite, on vous présentera l'avis 90 sur les nouveaux comportements alimentaires avec Juliette qui est là à côté. Et puis après
après ça, peut-être, je ne sais pas, on verra comment on formule les échanges, il peut y avoir des questions intermédiaires, mais le temps d'échange est prévu plutôt à la fin. Et donc, en troisième partie, on vous présentera l'avis 91, prévenir et lutter contre la précarité alimentaire. C'est Morane Lachaise qui s'en chargera. Toutes les deux, donc, respectivement, ont piloté les travaux avec un comité de pilotage associé qu'elles vous présenteront dans le cadre de ces avis. Sur donc, le Conseil national de l'alimentation, qu'est-ce que le CNA? Qui compose le CNA et comment fonctionne-t-il? Je vous propose de commencer avec la première diapositive. Donc, le Conseil national de l'alimentation, c'est une instance consultative indépendante qui est chargée d'organiser des débats et des sujets en lien avec l'alimentation, les sujets de l'alimentation. Donc, elle est, comme vous voyez les mots soulignés en gras, c'est consultative et indépendante. Donc, consultative parce que le gouvernement n'est pas obligé par ses avis. Indépendante parce qu'elle est constituée, vous allez voir dans la diapo d'après quand je la présenterai, mais elle est constituée d'un certain nombre d'acteurs de la chaîne alimentaire, d'une partie de la société civile, nous allons y revenir. Cette instance, donc, elle formule les recommandations qui sont destinées aux décideurs publics et aux acteurs de la chaîne alimentaire. Ces recommandations sont écrites dans des avis et le CNA produit donc des avis. Elle est placée auprès de 4 ministères de rattachement, donc le ministère en charge de l'environnement, celui en charge de la santé, celui en charge de l'alimentation et celui en charge de l'économie. Donc, vous avez les logos, donc 4 ministères de rattachement, ce qui lui donne son caractère interministériel et ce qui montre à quel point la politique publique de l'alimentation est partagée au niveau français et à quel point aussi il est important d'embarquer toutes les valences. Il y a un ministère qui n'est pas un ministère de rattachement, mais qui est fréquemment consulté aussi pour nos travaux, notamment dans le cadre de l'éducation à l'alimentation, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Voilà. Donc cette instance, elle est consultée notamment sur les grandes orientations de la politique publique de l'alimentation et notamment sur des sujets comme la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire des aliments également, tout ce qui est relatif à la qualité des denrées alimentaires, alors à l'information du consommateur et puis aussi à la prévention des crises ou à la communication sur les risques. Voilà. Depuis quelques années, comme vous l'avez dit, madame, on associe régulièrement des citoyens à nos travaux. C'est récent parce que ça date des années post-États généraux de l'alimentation, je dirais, et ça permet d'identifier beaucoup plus précisément les attentes sociétales pour enrichir en fait la concertation des maillons de la chaîne alimentaire qui sont représentés au sein du CNA en tant qu'acteurs de cette chaîne alimentaire. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, qui compose le CNA? Donc, aujourd'hui, on a 64 membres qui sont répartis en 8 collèges, depuis la production jusqu'à la consommation, en passant par donc, la transformation, tout ce qui est relatif à l'artisanat, y compris aussi, bien sûr, dans ces collèges, la distribution, la restauration, les associations de consommateurs. La société civile est représentée depuis également les États généraux de l'alimentation. Et puis, on a les syndicats de salariés qui sont présents également. Donc ça, c'est les membres votants. On a aussi 10 membres de droit qui représentent les grandes instances de l'alimentation et qui sont donc l'ADEME, l'ANSES, certains organismes de recherche, l'INRAE, etc. Et on a également des membres qui sont des représentants des collectivités territoriales, donc des maires, des conseils généraux et des conseils régionaux. Voilà. On a des représentants des ministères, bien sûr, qui sont présents. Et puis, je n'ai pas parlé du Collège des personnalités qualifiées qui fait partie des 64 membres répartis dans les 8 collèges. Et enfin, on a un représentant du Sénat et un représentant de l'Assemblée nationale qui sont présents également. Donc, quand on est en plénière, on est en tout une centaine, enfin, ça peut aller jusqu'à une centaine de présents pour les plénières. Voilà. Le secrétariat interministériel, c'est la petite équipe que vous avez avec vous aujourd'hui. Donc, moi, je suis secrétaire interministérielle et l'équipe est composée de 4 chargés de mission qui sont chargés soit de la concertation pour les 3 premières et une plus particulièrement chargée de la participation citoyenne. On y reviendra aussi dans l'avis sur la précarité. En quelques mots, comment ça fonctionne? Donc, on est saisi par nos ministères, en général, ou on s'auto-saisit.
sur la base de règles qui sont définies dans un règlement intérieur. Le président du CNA peut aussi choisir de proposer des sujets aux membres. Donc, la saisine est la règle habituelle, mais l'autosaisine est assez fréquente. D'ailleurs, sur les 2 derniers avis qu'on va vous présenter aujourd'hui, on était bien en autosaisine. Voilà. Donc, cette instance consultative qui est placée auprès de l'État ou l'un de ses établissements publics peut aussi nous saisir. Donc, à partir de cette saisine, on établit un mandat de travail, une sorte de feuille de route qui est votée en séance plénière. Et ensuite, un groupe de concertation est établi, constitué sur appel à candidature auprès de nos membres et se met à travailler donc sur une période qui peut aller de 10 à 12 mois et qui est découpée en général en 2 phases. Une phase de questionnement où on auditionne des experts, des scientifiques, des spécialistes des métiers qui sont en lien avec le sujet traité. Et cette phase dure 3 ou 4 séances en fonction des thématiques et puis également elle est suivie donc d'une phase de concertation. C'est l'objectif principal de ce conseil, c'est bien la concertation qui permet de construire un projet d'avis et qui est ensuite donc alimenté par les contributeurs présents de tous les participants du groupe de concertation. Une fois que cette concertation est menée, on établit un projet d'avis et des recommandations qui sont donc rédigées et soumises au vote de la séance plénière. Et l'avis est ensuite adopté en séance plénière et rendu public et transmis aux décideurs publics. Voilà. Donc, depuis quelque temps, on ajoute cette valence avis citoyen. Donc, on l'a fait une première fois sur notre avis sur la sobriété en emballage alimentaire en 2021. C'était une expérimentation sur la base d'un travail qui avait été conduit en amont avec la CNDP, donc la Commission nationale du débat public, qui nous avait beaucoup appuyé pour construire notre méthode de travail en lien avec les sujets de l'alimentation. Et donc, cet enrichissement est très bien perçu à la fois par les membres du CNA, qu'il a fallu quand même acculturer aussi à cette dimension, mais également par nos décideurs publics qui y voient un enjeu fort de richesse de nos avis. Voilà. Diapositive suivante, juste quelques présentations des avis récents. Donc, depuis les États généraux de l'alimentation, on a produit une bonne dizaine d'avis. Donc, l'alimentation favorable à la santé était une sorte d'avis charnière qui a vraiment donné au CNA une dimension post-EGA qui était sensible. Voilà, parce que c'était la première fois qu'on mettait vraiment en lien les deux pour l'ensemble, je dirais, de la chaîne alimentaire, pas seulement pour les 2 ministères, mais pour tous les acteurs. Et puis, les 2 derniers, vous les voyez plus à droite de la diapositive, nouveaux comportements alimentaires, prévenir et lutter contre la précarité alimentaire. On a fait un retour d'expérience à la suite du confinement sur la crise Covid-19, qui a été aussi porteur d'évolutions majeures. Et puis, bien sûr, l'éducation à l'alimentation, une réflexion sur l'expérimentation de l'étiquetage du mode d'élevage, qui est également un avis qui n'a pas été pour l'instant vraiment mis en œuvre, mais qui fait beaucoup discuter aujourd'hui dans les instances de politique publique. Voilà. Je vous propose de m'arrêter là et de rentrer dans le vif du sujet, à moins que vous ayez des questions. Bien, écoutez, il y a des questions? Allez, prends ton micro. Il faut toujours un qui commence à l'ordre. Moi j'en ai une sur les autosaisines. Comment ça se passe? Comment vous décidez d'un sujet en autosaisine? Alors, en général, on entretient de façon continue un questionnement de nos membres sur les sujets sur lesquels ils voudraient travailler. Donc, on a une liste un peu évolutive, je dirais, au fil de l'eau, qui se construit, qui évolue. Et quand on a un besoin d'identifier une autosaisine, parce que soit les ministères ne nous ont pas saisis sur un sujet, soit on a un groupe de travail qui vient de se terminer et on a du temps pour lancer une nouvelle concertation, on propose aux membres de choisir parmi les sujets qu'ils ont déjà fait remonter. Donc, c'est sûrement ce qu'on va faire cette année aussi, après notre travail sur la stratégie nationale alimentation, nutrition, climat, qui est en cours, là, le groupe de travail en cours. On va proposer certainement aux membres de travailler sur un sujet et on leur demandera de voter parmi un certain nombre une liste qu'ils ont déjà préparée. Voilà. Voilà, c'est l'autosaisine, mais c'est l'autosaisine après consultation. Voilà. Écoutez, je vous propose d'emblée c'est Juliette Legour, qui est une des chargées de mission du CNA, de présenter l'avis 90 du CNA, je rappelle, c'est l'avis qui porte sur les nouveaux comportements alimentaires
proposition d'action pour une alimentation compatible avec des systèmes alimentaires durables. Et je répète que Pascale Ebel, notre consoeur, a été présidente de ce groupe de concertation. À vous, Juliette. Merci beaucoup. Donc en effet, je vais présenter l'avis 90 du CNA qui s'intitule « Nouveaux comportements alimentaires et pistes d'action pour une alimentation compatible avec des systèmes alimentaires durables ». Je crois qu'il y a peut-être la caméra à remplacer. En attendant, je poursuis la présentation. Donc, simplement pour commencer sur quelques définitions des notions centrales qui sont donc présentées dans cet avis. On a tout d'abord la question des comportements alimentaires. Qu'est-ce qu'on entend par comportement alimentaire dans cet avis? Donc, c'est tout simplement tout ce qui renvoie aux différents stades qui accompagnent ou précèdent l'acte de manger. Et ce qui est intéressant dans le cadre de cet avis, c'est qu'on note bien que ce comportement peut être plus ou moins choisi ou subi en fonction de l'influence soit de facteurs qui se jouent au niveau individuel, soit plus largement de facteurs en lien avec l'environnement alimentaire dans lequel le mangeur est imbriqué. Donc on y reviendra peut-être un peu plus tard. On a également essayé de préciser ce qu'on entendait par nouveaux comportements alimentaires. Donc c'est bien sûr une notion très vaste. On a souhaité plus particulièrement dans le cadre de cette concertation se concentrer sur des comportements qui se diffusent de manière accrue depuis une dizaine d'années et qui représentent principalement des comportements qui reflètent des attentes en matière de durabilité. Qu'est-ce qu'un système alimentaire durable? Donc là-dessus, on se base sur la définition officielle de la FAO, en y ajoutant tout de même un certain nombre de dimensions qui semblaient peut-être un peu moins explicites dans cette définition et que les membres du CNA ont souhaité ajouter, notamment la dimension une seule santé, donc santé humaine, santé animale, santé environnementale, et également les dimensions économiques et sociales, mais aussi territoriales et participatives. Donc voilà, sur cette base, on a ensuite donc, déroulé la concertation qui, et ça je ne l'ai peut-être pas dit en introduction, était présidée, donc, comme ça a été évoqué en introduction aussi, par Pascale Ebel, qui est donc académicienne ici, et également personnalité qualifiée du CNA. Et ce groupe a également été vice-présidé par Fabrice Etiné, lui aussi personnalité qualifiée du CNA et directeur de recherche à l'INRAE. Donc, sur la base de ces notions centrales, le groupe de concertation s'est interrogé sur finalement quels sont les principaux constats et enjeux qu'on peut identifier sur ce sujet. Donc, on a mené plusieurs auditions de chercheurs sur ce point pour éclairer les enjeux économiques, sociaux, environnementaux en lien avec le sujet, qui ont permis de poser un certain nombre de constats majeurs. Et le premier, c'est que les comportements alimentaires renvoient bien sûr à des choix individuels mais aussi collectifs qui ont un impact sur la santé, tout d'abord, la santé humaine, mais aussi la santé environnementale. Donc santé humaine, puisque, comme on le sait, donc, les comportements alimentaires ainsi que l'activité physique sont des déterminants majeurs de l'état de santé des individus. Et sur le plan environnemental, on sait aussi que les systèmes alimentaires au niveau mondial représentent près d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Et on sait également que le poste de l'alimentation en France représente un quart des émissions de gaz à effet de serre des ménages français, avec des secteurs comme le transport ou le logement, pardon. Et on sait aussi que dans ces un quart, on a l'étape de la production agricole qui représente près de 2 tiers des émissions liées à l'alimentation des Français. Donc on voit que ces deux dimensions, impact sanitaire et impact environnemental, reflètent des préoccupations fortes au niveau des consommateurs. Deuxième élément de constat, donc, on a identifié qu'il y avait un certain nombre de contraintes qui vont venir limiter les possibilités de transition vers des comportements alimentaires qu'on peut identifier comme plus durables, qui se jouent à différents plans. D'abord des contraintes en termes de disponibilité et d'accessibilité financière ou géographique par rapport à certains types de produits qu'on ne trouve pas forcément de manière homogène sur le territoire français, mais aussi des contraintes qui vont se jouer sur un plan plus symbolique et social, puisqu'on observe que les préoccupations sanitaires et environnementales sont bien sûr de plus en plus diffusées et perçues comme légitimes, mais peuvent aussi être perçues comme des injonctions ou des contraintes pour certains ménages plus modestes ou en situation de précarité alimentaire.
Et la raison à cela qui a été identifiée, c'est qu'il y a vraiment une diversité des représentations sociales de ce que c'est l'alimentation durable. Donc pour certains ménages, finalement, l'alimentation durable, ça passera moins par le fait peut-être d'acheter bio ou local, mais plus par maîtriser les quantités, limiter le gaspillage alimentaire, avoir des pratiques, par exemple, d'autoproduction aussi, qui sont justement autant de leviers pour aller vers des comportements alimentaires compatibles avec ces systèmes alimentaires durables. Et donc ce constat, ça pointe vers la nécessité d'aller vers une vision plus inclusive et plus diverse en fait, de l'alimentation durable dans les messages officiels. Troisième élément de constat, on a identifié qu'il y avait deux types de facteurs qui pouvaient vraiment influencer l'évolution des comportements alimentaires. Les facteurs, comme je l'évoquais un peu plus tôt, au niveau individuel et social. Donc, on pense au niveau individuel à l'âge, au moment aussi de rupture biographique. Par exemple, on sait qu'avec l'arrivée d'un enfant, le départ à la retraite, on va peut-être être plus à même de modifier son comportement alimentaire. Et au niveau domestique et social, il y a un certain nombre de facteurs qui vont influencer l'évolution des comportements, notamment les questions de genre, de lieu de vie, mais aussi de niveau d'études ou d'origine sociale. Donc ça, c'est au niveau individuel. Et on a également des éléments qui vont jouer au niveau de l'environnement alimentaire dans lequel les consommateurs sont imbriqués. Et on pense notamment dans cet environnement alimentaire aux questions d'offres, donc sa qualité, sa quantité, son prix aussi, mais aussi au marketing, à la publicité alimentaire qui vont jouer sur la désirabilité de certains produits. Ou encore, on pense aussi à la législation qui, bien sûr, a un impact sur l'environnement alimentaire par les incitations ou les contraintes qu'elle porte. Dernier élément de constat, donc, quels sont finalement les deux grands types d'évolution qu'on peut identifier en matière de comportement alimentaire qui reflètent une attention vis-à-vis de la durabilité de l'alimentation. Donc, on a pu identifier ces deux grandes familles entre guillemets de changements grâce à l'audition de Louis-Georges Soler, donc, qui représente l'INRAE au CNA. Donc, on a identifié tout d'abord des substitutions qu'on appelle intra-catégories d'aliments, donc qui consistent à valoriser au sein d'une même catégorie de produits des produits qui vont avoir un autre mode de production, de distribution. Par exemple, on va consommer plus de produits issus de circuits courts, donc on va vraiment jouer sur la qualité. Et on a également des substitutions qu'on appelle intercatégories d'aliments, où cette fois-ci, on va jouer sur les quantités consommées au sein des régimes, et ce qui peut amener, par exemple, à manger moins de viande, plus de produits d'origine végétale, ou encore à manger plus de produits bruts. Avec un point de vigilance quand même qui est noté ici dans l'avis, c'est que ces deux types de changements s'observent actuellement et reflètent de fortes préoccupations, mais ils restent assez modestes actuellement et surtout très différenciés en fonction de contextes sociodémographiques. Pour finir, donc, sur la base de ces constats que j'ai présentés rapidement, quelles sont finalement les recommandations que le CNA a émises pour aller vers des comportements alimentaires donc on a appelé compatibles avec des systèmes alimentaires durables. Donc on a proposé une cinquantaine de recommandations en tout sur ce sujet très vaste, qui sont donc regroupées dans un tableau de synthèse dans l'avis, avec également des positions dissensuelles qui ont pu s'exprimer sur ces recommandations. Donc on n'a pas l'obsession du consensus entre guillemets au CNA, il y a quelques recommandations qui ont fait l'objet de dissensus qui sont bien spécifiées dans l'avis. Et on a également proposé 12 recommandations clés, donc je vais les balayer très rapidement aujourd'hui. On a notamment un premier ensemble de recommandations qui concerne le fait de mieux éduquer, mieux informer sur les pratiques alimentaires et les modes de production cohérents avec cet objectif de transition vers des systèmes alimentaires plus durables. Donc, je ne vais pas lister toutes les recommandations clés proposées ici, mais simplement peut-être la première qui a trait à la redéfinition des repères nutritionnels de manière notamment à prendre en compte de manière peut-être plus directe l'enjeu de la durabilité, qui est aujourd'hui moins directement considéré dans ce processus d'identification des repères nutritionnels, ce qui pourrait conduire notamment très concrètement à inclure l'ADEME dans le circuit de validation de ces repères nutritionnels.
Deuxième famille de recommandations qui sont proposées dans le cadre de cet avis, ça concerne le fait de garantir l'information sur les qualités des produits et mieux informer les consommateurs. Donc, dans ce groupe de recommandations, on va retrouver par exemple une recommandation sur le fait de développer, en tout cas d'accompagner la mise en place du dispositif d'affichage environnemental qui est actuellement prévu par la loi, en incluant un certain nombre de dimensions, notamment l'indication du mode d'élevage, qui aujourd'hui reste compliqué en tout cas à évaluer. On a un troisième groupe de recommandations qui concerne un secteur qui est vraiment apparu comme clé pour accompagner cette transition des comportements alimentaires, c'est la restauration collective. Et plus particulièrement, bien sûr, la restauration scolaire. Donc on sait qu'en France, aujourd'hui, 60% des élèves français mangent au moins 4 fois par semaine à la cantine. Donc c'est vraiment un lieu où on peut fortement influer sur l'évolution des comportements alimentaires. Et on va retrouver dans ce groupe de recommandations, par exemple, le fait de renforcer la formation des professionnels en restauration collective, en particulier dans le contexte des lois Egalim, Climat et Résilience qui ont mis en place le menu végétarien hebdomadaire. On propose donc peut-être d'aller plus loin dans la diffusion de savoir-faire pratique sur l'élaboration de ces menus pour qu'ils soient aussi équilibrés que possible et surtout attractifs d'un point de vue gustatif pour les élèves. Avec bien sûr un enjeu économique derrière qui est important pour le secteur. Et du coup, on propose bien sûr d'accompagner, de renforcer également cet accompagnement économique pour la restauration collective. Avant-dernier groupe de recommandations qui concerne cette fois-ci l'amont de la chaîne, donc la production, la transformation, la commercialisation, et qui propose donc de promouvoir des pratiques en amont qui aillent dans le sens de comportements alimentaires plus durables. On va retrouver donc beaucoup de recommandations par rapport à ce domaine, et en particulier le fait de développer l'offre commerciale de produits et de plats à base d'aliments d'origine végétale, afin d'accompagner l'objectif de rééquilibrage entre consommation de produits animaux et végétaux. Je termine sur le dernier groupe de recommandations qui concerne cette fois-ci le domaine de la recherche, puisqu'au cours de cette concertation, on a également identifié un certain nombre de points qui semblaient peut-être devoir être creusés d'un point de vue recherche, des dynamiques alimentaires par exemple à observer, documenter davantage. Notamment, donc, on propose d'aller vers des travaux de recherche qui permettraient de mieux identifier les divers régimes ou modes d'alimentation qui permettent d'atteindre des objectifs en termes de durabilité et peut-être aussi de creuser les contraintes qui empêchent d'adopter ce type de régime ou de comportement. Et on a également des recommandations, notamment sur les réseaux sociaux. On a aussi beaucoup de recommandations sur le numérique, mais donc sur les réseaux sociaux, notamment pour identifier finalement leur influence sur l'évolution des comportements alimentaires chez les jeunes. Voilà, donc pour conclure, c'est un avis qui présente des enjeux majeurs qui concernent bien sûr les consommateurs, mais aussi en amont les acteurs de la chaîne alimentaire et les politiques publiques pour aller vers des systèmes alimentaires plus durables. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à vous, Juliette Legour. On peut vous applaudir. Merci beaucoup. Voilà. Bon, ce que je vous propose, c'est que s'il y a une question de précision, vous la posez. Voilà, Marie-Françoise. Oui, juste la question du gaspillage alimentaire, elle a été évoquée dans votre étude? Je ne l'ai pas vu mentionné dans vos PowerPoint. Oui, tout à fait. On en a parlé dans le cadre de cette concertation. Alors peut-être, ce n'était pas un point central, mais on en a notamment parlé dans le cadre de la discussion sur les outils numériques et ce qui a amené à la production d'une recommandation sur le fait de développer un outil numérique qui permettrait aux professionnels, en amont de la chaîne, de mieux partager des informations sur le gaspillage et partager des retours d'expérience de ce point de vue-là, en vue justement de réduire le gaspillage alimentaire en amont de la chaîne. Merci. Je vous propose peut-être de garder le débat pour la fin et donner tout de suite la parole à Morane Lachaise sur l'avis 91 du CNA. Et elle va nous parler notamment de la lutte
contre la précarité alimentaire. Vous savez qu'il y a eu même une ministre qui a tenu un travail sur le ticket alimentaire. Hein, voilà. À vous, Maura. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Le sujet de la précarité alimentaire, ça a été l'un des 2 sujets que nous avions choisi de mettre à l'ordre du jour des travaux du CNA en 2021. Le principe de mener une réflexion sur la précarité alimentaire a été retenu à la suite du retexte, du retour d'expérience Covid-19 et du constat évident et qui est toujours actuel d'une aggravation de la précarité alimentaire depuis au moins les travaux du groupe de concertation et même au-delà. L'objectif principal de ce groupe était d'émettre des recommandations en matière de réduction de la précarité alimentaire en France. Je vais la diapo suivante. Ce groupe était présidé par Franck Le Morvan, qui est un inspecteur général des affaires sociales, et modéré par Magali Ramel, qui est docteur en droit de l'alimentation. Donc, comme tout groupe de concertation, nos travaux ont été cadrés par un mandat qui est voté par le CNA plénier en amont des travaux. Ce mandat proposait des axes de réflexion qui sont affichés à l'écran. Je ne vais pas les détailler, mais on avait notamment été amené à identifier des leviers d'action pour assurer à tous et toutes un accès à une offre alimentaire durable et étudier la pertinence d'un socle alimentaire fondamental ou une sécurité sociale de l'alimentation et son contenu. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. En concernant les modalités de travail, on a travaillé pendant 1 an. On a, comme tous les groupes de concertation, on est passé par une phase d'audition durant lesquelles on auditionne des experts. Puis, on a aussi étudié nos anciens avis qui ont beaucoup évoqué la lutte contre la précarité alimentaire, notamment le numéro 81 favorable à l'alimentation favorable à la santé. Et puis, nous avons également été inscrits dans un contexte qui était assez particulier en 2022, qui était celui d'une nécessaire articulation de nos travaux avec ceux du comité de coordination de lutte contre la précarité alimentaire qui s'appelle le COCOLUPA, ou encore avec des travaux conduits sur le chèque alimentaire durable. Pareil, ça fait partie de l'actualité en 2022. Parce que notamment, il y avait une mission d'inter-inspection qui avait été lancée en octobre 2021 sur ce sujet. Malheureusement, les travaux n'ont pas été publiés durant la concertation. Le groupe de concertation n'a pas pu y accéder. Donc, nous avons travaillé plutôt sur l'identification de points de vigilance qui pourront éclairer les décideurs publics qui, nous espérons, les éclairent déjà, sur les évolutions à prévoir concernant le chèque alimentaire et la sécurité sociale de l'alimentation. Vous avez évoqué aussi le fait qu'on a inscrit dans nos travaux un dispositif de participation citoyenne. Je veux bien que l'on passe la diapo suivante. Ce processus est donc dans la continuité de nos travaux sur la participation citoyenne au CNA. Il y avait 2 outils qui ont été mis en place. Un premier donc, qui était de faire des débats locaux, donc dits autoportés, dans les territoires, métropole et outre-mer. Ça a rassemblé un certain nombre de personnes. Il y a eu 1098 participants donc sur de nombreux territoires et c'était des débats autoportés, donc c'est-à-dire des débats qui étaient organisés par des collectivités, des associations, des conseils de développement. Chacun de ces débats ont eu un compte rendu que nous, au sein du secrétariat, nous avons traité. Et puis, nous avons rendu ces résultats-là au groupe de concertation précarité alimentaire pour travailler dessus. Et nous avons également transmis ces comptes rendus à un panel citoyen qui était composé de 10 personnes en situation de précarité et 8 personnes tirées au sort, puis recrutées sur des critères de diversité. Ce groupe a été réuni pendant 6 jours au début de l'année 2022
et ils ont entre autres travaillé sur les résultats des débats autoportés. À l'issue de ces réunions, ce groupe de citoyens a produit un avis qui est composé de 24 propositions et que nous avons étudié au sein du groupe de concertation. Donc, il a largement enrichi l'avis que nous avons voté en octobre 2022. Je tiens à préciser aussi qu'on a vraiment fait en sorte de rendre compte de nos travaux aussi auprès des citoyens qui ont participé au panel, mais aussi à certains organisateurs de débats locaux. Donc, on a organisé une réunion le 9 novembre dernier, voilà, pour leur rendre compte de nos travaux. Alors, pour entrer dans le vif et dans le fond de l'avis 91, tout à fait. On va pouvoir avancer. Là, je pense que c'est des clés de lecture, donc je pense que je vais pouvoir vous passer cette diapo. Donc, le CNA a identifié 3 objectifs communs partagés dans cet avis. Le premier est que les mesures et orientations prises pour prévenir et lutter contre la précarité alimentaire permettent à chaque personne d'avoir un accès digne à une alimentation suffisante et de qualité. En posant cet objectif, le CNA a repris la définition légale de la lutte contre la précarité alimentaire et l'objectif qui irriguait toute démarche de participation citoyenne qui a alimenté cet avis du CNA. Le deuxième objectif est que la prévention et la lutte contre la précarité alimentaire en France puissent répondre aux besoins et aux attentes des personnes qui connaissent la précarité alimentaire et que pour cela, il est urgent d'impulser des évolutions dans son approche existante. Là encore, le fait d'avoir construit cet avis sur le processus de participation citoyenne était essentiel pour pouvoir vraiment répondre à ce deuxième objectif. Et le troisième est le fait que le sujet implique une approche large, avec une cohérence entre la prévention et la lutte contre la précarité alimentaire, mais aussi les autres objectifs des politiques publiques, tels que la lutte contre la pauvreté et les exclusions, la transition écologique, la souveraineté alimentaire, la santé publique, etc. Donc le groupe de concertation, comme le groupe de concertation Nouveaux comportements alimentaires, a émis plusieurs constats et enjeux. Ces constats sont au nombre de 4 que vous voyez à l'écran. Le premier est de dire que le phénomène de la précarité alimentaire est massif, mais mal connu, car il est principalement appréhendé à travers la mesure de la pauvreté et de l'aide alimentaire distribuée. Il faut savoir que la précarité alimentaire n'est pas égale à la pauvreté ou à la précarité tout court. Les politiques publiques de prévention et de lutte contre la précarité alimentaire mises en œuvre aujourd'hui en France sont structurellement axées, centrées sur l'aide alimentaire. Le troisième constat est que l'aide alimentaire n'a pas vocation à répondre à tous les enjeux de la précarité alimentaire et que des initiatives complémentaires et alternatives à celles-ci doivent être développées. Et le quatrième constat, c'est que la précarité alimentaire est un problème multidimensionnel qui appelle une approche systémique des enjeux, notamment dans le cadre d'une démocratie alimentaire à construire. Donc, ces 4 constats correspondent aux 4 ambitions que vous voyez en dessous de la diapositive, que je vais vous détailler un peu plus dans les diapos suivantes. Merci. Donc, nous avons 4 ambitions, 71 recommandations, dont 15 recommandations clés, regroupées dans un tableau à la fin de la vie. Avant de vous présenter les recos, il est important de vous dire que toutes ne sont pas consensuelles. L'ambition A est celle de prendre le problème à la racine pour garantir l'accès à toutes et tous à l'alimentation. Donc, ce premier axe est le plus compliqué par l'ampleur des sujets qu'il posait. C'est aussi celui sur lequel il y a le plus de dissensus exprimés. C'est normal parce que c'est des mesures qui sont parfois extrêmement structurantes et qui débordent le seul sujet strict de l'alimentation. C'est aussi dans cet axe qu'on peut trouver des choses qui peuvent le plus permettre de résoudre, comme le dit la formulation qui vient des citoyens, le problème à la racine. La précarité étant un problème multidimensionnel, elle appelle donc une approche systémique des enjeux. Elle ne peut être éradiquée qu'en agissant sur les déterminants généraux de la pauvreté, notamment le pouvoir d'achat des ménages,
sur la disponibilité physique et économique d'une offre alimentaire suffisante, durable et de qualité pour toutes et tous et sur tous les territoires, en associant les personnes concernées à la conception des politiques publiques et en luttant contre les stigmatisations dont ces personnes sont victimes. La deuxième ambition est celle de mieux connaître la précarité et de mieux suivre les politiques visant à la prévenir et à la combattre. Elle concerne donc la connaissance du phénomène de la précarité alimentaire. Plusieurs recommandations ont donc pour objet de mieux connaître les diverses formes de la précarité alimentaire et mieux connaître les personnes qui la subissent, ainsi que de mieux suivre les actions et les politiques visant à la prévenir et à la combattre. La troisième ambition est celle d'améliorer l'aide alimentaire telle qu'elle est définie dans le Code de l'action sociale et des familles. L'accent ici a notamment été mis sur l'accès à l'aide alimentaire. On sait qu'il y a du non-recours à l'aide alimentaire et donc il est apparu évident qu'il faut la rendre plus accessible sur l'ensemble du territoire. Il faut également améliorer les conditions d'accueil et d'accompagnement des personnes, de garantir la qualité des denrées qui leur sont distribuées et de mieux coordonner les acteurs, ainsi que de mieux assurer un financement durable de cette aide alimentaire. Enfin, la quatrième ambition concerne le développement des initiatives complémentaires et alternatives à la lutte contre la précarité alimentaire. Ici, d'abord, on appelle à les recenser, ces initiatives, car elles sont très multiples et pas très bien connues. On appelle à les soutenir, à les coordonner, notamment dans le cadre des projets alimentaires territoriaux, et à leur donner un cadre financier pluriannuel, prolongeant les efforts exceptionnels consentis dans le cadre de la crise sanitaire, notamment avec le plan de relance. Nous avons également souligné dans cette ambition le rôle de la restauration collective, qui a un rôle essentiel à jouer dans ce cadre. Voilà, pour conclure, je vous l'ai déjà dit, mais des structures ont exprimé des positions dissensuelles pour certaines recommandations, pas toutes, mais certaines. Voilà, nous sommes tout de même attachés à trouver des points de consensus et de convergence, notamment concernant les constats, les enjeux, les objectifs, les ambitions et les leviers. Merci à vous. Bon, je crois que vous avez bien exprimé ces deux avis. Vous les retrouverez d'ailleurs sur leur site, CNA, sans difficulté. Alors, je vous propose tout de suite on passe au débat. À moins qu'il y ait quelques précisions à demander sur le deuxième avis. Non? Eh bien, écoutez, question? Dominique? Oui, bien. Ah, Nadine. Oui, bonjour et merci pour ces exposés. Je veux bien, j'ai peut-être été distraite, mais la précarité alimentaire, vous nous avez toujours dit que c'était très complexe. Est-ce que vous avez donné une définition complète et Oui. puisqu'il y a des tas d'implications, est-ce que vous pouvez reprendre ça un peu? Allez, qui le prend? Ce sera moi. Effectivement, en fait, on n'a pas travaillé à la définition de la précarité alimentaire dans le cadre de cette concertation. Par contre, on a relayé un certain nombre de définitions. Déjà, on dit que la précarité alimentaire, elle n'a pas de définition, elle n'a qu'une définition juridique indirecte à travers la lutte contre la précarité alimentaire. Donc, je vous en ai parlé, le Code de l'action sociale et des familles. Et sinon, on a relayé des définitions, notamment du labo de l'ESS, de Dominique Paturel, où aussi également on reprend la définition de la précarité du Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Mais voilà, si je reprends celle qui est peut-être la plus parlante, c'est celle du labo de l'ESS, et qui dit que c'est une situation dans laquelle une personne ne dispose pas d'un accès garanti à une alimentation suffisante et de qualité, durable, dans le respect de ses préférences alimentaires et de ses besoins nutritionnels, pouvant entraîner ou découler de l'exclusion et de la disqualification sociale ou d'un environnement appauvri. D'accord, merci. Voilà, Nadine, d'autres questions? Allez, Chantal. Alors, je rapproche le micro, voilà. Oui, Chantal. bonjour.
et merci de vos exposés. Je voulais savoir, est-ce que vous travaillez avec les acteurs de terrain? Parce qu'on voit notamment sur la question de la précarité alimentaire, en fait, une partie des progrès espérés ou attendus va passer par des associations, bon, je pense aux banques alimentaires, à tous ces réseaux-là, qui peuvent aussi aider les gens à s'affranchir petit à petit de la précarité alimentaire, qui est quand même une question redoutablement complexe. Et puis aussi, est-ce que vous avez, je sais pas, un observatoire de ce qui se fait? Alors, j'ai vu que la ville de Montpellier avait mis en place un projet de sécurité sociale alimentaire. Voilà. Oui, en effet, on a attaché à inclure dans nos discussions, dans nos concertations, donc dans nos groupes de concertation, on invite des personnes expertes du sujet quand elles sont pas membres du CNA. Nous, en l'occurrence, on a les acteurs représentants de l'aide alimentaire qui sont membres du CNA. Donc, on avait entre autres les banques alimentaires et les Restos du Cœur, mais on avait aussi des acteurs de terrain, enfin, tout le monde est un peu de terrain, mais on avait le réseau d'achat en commun VRAC. On avait également l'Association nationale de développement des épiceries solidaires, ATD Carmonde, le réseau LIS, le réseau CIVAM, l'UGES, donc un groupement des épiceries sociales et solidaires, l'ANSA, voilà, l'INCAS, donc les centres communaux d'action sociale. Voilà. Et pour l'observatoire? Observatoire, oui. C'est une recommandation, justement. En fait, personne n'a vraiment pu fournir de chiffres vraiment à jour. C'est ce que Morane a dit un petit peu. Et effectivement, il y avait dans les recommandations une volonté de mieux cerner ce phénomène de la précarité alimentaire en tant que tel, en allant au plus près justement des besoins et en essayant d'identifier cet observatoire pour déterminer, avoir des chiffres, un peu des statistiques plus précises. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire déficit alimentaire ou précarité alimentaire ou déséquilibre alimentaire quand on voit les excédents de poids qui touchent plutôt certaines populations, notamment dans les zones déshéritées, des quartiers déshérités? Voilà. Est-ce qu'on distingue bien ce qu'est cette précarité, on veut dire globalement, ou déficit, ou qualité quand même qui est à désirer? Dominique? Moi, ça vient peut-être en complément de ta question, parce que je suis très frappée par une remarque que vous avez faite, qui est que précarité alimentaire et pauvreté ne vont pas toujours ensemble. Il n'y a pas que dans la pauvreté qu'il y a la précarité alimentaire. Et ça, je pense que peut-être que dans les politiques, jusqu'à maintenant, on travaillait trop en les prenant un peu comme synonymes. Et d'autre part, pour compléter la remarque de Constant, j'irais un tout petit peu plus loin en disant déséquilibre peut-être nutritionnel qui peut entraîner des obésités ou des choses comme ça. Alors oui, pardon pour mon expression, c'est vrai que j'ai dit précarité alimentaire n'est pas égale à pauvreté. En fait, c'est dans le calcul du nombre de personnes qui sont en situation de précarité alimentaire. Aujourd'hui, on croise les données de l'aide alimentaire et celles de la pauvreté. Or, la précarité tout court n'est pas... Enfin, la précarité alimentaire est une des facettes de la précarité tout court. Et du coup, ça signifie que c'est pas forcément égal. C'est dans ce sens-là que je voulais dire. Je le répète souvent, mais la précarité alimentaire, c'est multidimensionnel. Et donc, ça concerne, comme je l'ai dit dans la définition, ça concerne beaucoup de situations, mais c'est vraiment une question d'un accès garanti à une alimentation suffisante et de qualité durable. Voilà. Après, sur le déséquilibre nutritionnel, je crois, et je suis vraiment navrée pour cette réponse, mais je ne suis pas vraiment en mesure de vous répondre parce que je ne suis pas experte de la précarité alimentaire. Oui, je pense juste pour compléter, Morane, mais moi non plus. En fait, on n'a pas vraiment
cherché à creuser cette question-là, parce qu'on n'a pas de chiffres en fait clairs non plus sur le fait que cette obésité ou ces maladies cardiovasculaires soient plus répandues dans une population ou une autre, même si les tendances sont remarquées. Donc ça n'a pas du tout été étudié. Par contre, ce qu'on a plutôt visé, c'est l'alimentation de qualité favorable à la santé. Et là, on a des éléments plus factuels. Alors, je rebondis sur un deuxième point qui, quand vous avez donné la définition de la précarité, m'a fait sursauter dans le respect des préférences alimentaires. Est-ce que quand on en arrive au niveau des préférences, on est encore dans la précarité? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que avoir une alimentation de qualité, etc., est suffisante, très bien. Mais si on arrive après aux préférences alimentaires, c'est quand même un autre niveau, non? Alors, je pense que c'est préférences alimentaires dans le cadre plutôt de préférences culturelles. Voilà. Et effectivement, on a eu dans le groupe, dans le panel citoyen, des personnes en précarité alimentaire qui représentaient ce type de population et qui ont beaucoup insisté sur le fait qu'ils n'étaient pas toujours à même, quand ils allaient à l'aide alimentaire, d'avoir le choix de ce qu'ils pouvaient prendre à l'aide alimentaire et qu'on leur donnait souvent des colis tout prêts qu'ils ne savaient pas utiliser. Et cet aspect-là peut être une explication, mais il n'y a pas que ça, hein, mais c'est une illustration de ce que défend cette notion de préférence alimentaire, notamment certains produits que des gens n'ont jamais consommés. Voilà. Donc il y a peut-être un accompagnement à faire pour que ces préférences évoluent aussi. Et ça fait partie de l'éducation alimentaire au système alimentaire plus durable. Voilà. Et oui, pour compléter, on insiste bien sur un accès digne à une alimentation suffisante et de qualité. Et c'est vrai que par accès digne, c'est aussi respecter les préférences des personnes et leur permettre d'avoir le choix, ce qui n'est pas toujours le cas quand on va à l'aide alimentaire. Voilà, c'est important de le rappeler. La question de la dignité, ça passe par là et c'est le choix. Marie-Françoise. Oui, j'ai une question peut-être plus institutionnelle. Les avis comportent énormément de recommandations, comme toujours. Hein, on a un avis de l'Académie des technologies récemment qui a plein de recommandations. Comment vous suivez ça? Est-ce que vous pouvez mesurer, évaluer l'impact de toutes ces recommandations? Alors justement, c'est un enjeu fort qu'on s'est fixé dans l'équipe du CNA avec l'appui des membres et de la présidence. Hein. On a bien conscience que ce suivi est important pour mesurer l'impact. Alors, on n'ira peut-être pas jusqu'à des mesures d'impact qui sont quand même très compliquées à faire, mais en tout cas, on essaye de suivre nos avis. Alors, le plus facile pour nous, c'est de regarder ce qui est mis en œuvre dans les politiques publiques, parce que là, c'est réglementaire, il y a des textes, il y a des preuves tangibles. Et après, on se tourne aussi pas mal vers les acteurs, et notamment nos membres, pour qu'ils puissent apporter la preuve de mise en œuvre d'un certain nombre de recommandations. Donc, on est en train de faire ce travail. On a identifié une dizaine d'avis qu'il nous faut suivre plus particulièrement parce qu'ils sont dans le champ de ce qui est évolutif dans les politiques publiques. Et ça nous permet quand même de noter des avancées, de mesurer un certain nombre de choses mises en œuvre depuis les États généraux de l'alimentation. Malheureusement, c'est toujours un peu... On n'arrive jamais à dire que c'est atteint d'une manière certaine. Après, on arrive à des hauts degrés de mise en œuvre. On arrive à des recommandations qui ne sont pas du tout prises en compte, comme par exemple un avis qui a été mené sur l'étiquetage des modes d'élevage qui recommandait des scénarios d'expérimentation qui n'ont jamais pu être mis en œuvre. Voilà, mais ça continue. C'est des sujets qui, n'ayant pas été pris en compte, sont toujours d'actualité finalement et qu'on pourra re-questionner peut-être dans des avis suivants avec d'autres... voilà. Mais effectivement, le suivi, en tout cas, est un enjeu fort que nous, on a mis en œuvre au CNA et qu'on essaye de revenir vers nos membres avec des perspectives d'évolution. Voilà. Bon. Non, Alors, peut-être revenir sur les comportements alimentaires. Là, on était plus sur précarité. Un comportement alimentaire, on voit bien que depuis une dizaine d'années, les consommations de produits animaux décroissent. On a vu qu'une place importante prise par le bio et le local, et qu'au moment de la Covid, ça s'est accentué, et un peu un retour. Donc, comment
utiliser des leviers qui soient en même temps d'équilibre alimentaire et qui nous permettent de voir si on joue notamment sur il y a 2 points, enfin, il y a l'aide alimentaire sans doute, et aussi la consommation collective, notamment scolaire, puisque là, on sait aussi que les jeunes, ça imprime quand leur consommation de jeunes, leur consommation future d'adultes. Comment vous voyez l'implication de vos recommandations aujourd'hui? Je ne dis pas que c'est encore récent, mais il y a quand même des évolutions qu'on a vues au moins sur ces dizaines d'années. Oui, tout à fait. On part bien de ce constat qu'on voit des évolutions assez nettes des comportements depuis, comme vous l'évoquiez, une dizaine d'années. Avec le contexte très spécifique de la crise Covid-19, on a eu l'occasion de consulter un certain nombre d'études dans la phase préparatoire de cette concertation qui ont montré qu'effectivement, on a eu certains consommateurs qui ont pu aller vers une alimentation plus locale, plus de produits bruts, plus de faits maison, etc., qui, on va dire, reflétaient des préoccupations vis-à-vis de l'amont, qu'est-ce qui se passe avant que l'aliment arrive dans l'assiette. Mais c'est vrai qu'après cette crise, on a certaines de ces tendances qui peuvent être considérées comme vertueuses, qui se sont largement infléchies. Donc il y a eu bien sûr le contexte également de la crise ukrainienne qui est passée par là et qui a induit des difficultés aussi financières pour un certain nombre de ménages. Et vous évoquiez du coup comment finalement peut-être orienter les comportements vers donc ces comportements compatibles avec des systèmes alimentaires durables. Donc finalement, si on résume la vie, il y a plusieurs niveaux. Tout d'abord, au niveau individuel, on propose donc, comme je l'évoquais, peut-être dans les recommandations officielles, d'inclure cet enjeu de la durabilité de manière plus directe, justement pour l'identifier comme une orientation, un objectif. Également, donc, sur l'éducation, c'est vraiment un sujet qu'on a énormément creusé dans le cadre de cette concertation. Une recommandation propose notamment d'inclure dans le programme de l'éducation nationale des éléments en lien avec l'alimentation durable, saine, etc. Donc, que ce soit vraiment inclus dans ce programme. Et cela suppose aussi, et ça fait l'objet d'une autre recommandation, de mieux former les enseignants à ces enjeux-là. Donc, qu'est-ce que c'est l'alimentation durable? Comment peut-être rééquilibrer entre consommation de produits animaux et végétaux, etc. Ça passe également par l'information auprès du grand public. On propose de lancer des campagnes de communication auprès donc, du grand public, également, pourquoi pas, dans les entreprises aussi, sur ces comportements plus vertueux. Et on a également un certain nombre de recommandations qui se jouent plutôt au niveau de l'amont de la chaîne alimentaire. Donc, il y a notamment donc, une recommandation que j'ai évoquée sur l'offre dans la grande distribution, mais aussi peut-être de lancer des réflexions sur la répartition de la production agricole sur le territoire, pour qu'elle soit peut-être répartie de manière plus homogène et également différenciée entre production végétale, animale, et lancer une concertation avec les filières à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez répondre à la question de Christian Saber à distance? Lui, la question, c'est quelle consultation et quelle prise en compte des jardins familiaux partagés et collectifs? Vous avez parlé d'autoproduction dans votre exposé. Voilà. Comment le prendre en compte et à quel niveau? Je pense que je vais passer rapidement la parole à Morane. Je parlais d'autoproduction simplement quand j'évoquais le fait que la façon de considérer ce qu'est l'alimentation durable pouvait être très diverse en fait en fonction des types de populations entre guillemets, et que peut-être que pour certaines personnes c'est moins acheter local, etc., que peut-être produire, enfin avoir des pratiques d'autoproduction. Après, pour ce qui est des jardins partagés, etc., je pense que Morane peut-être pourrait compléter. Oui, notamment dans notre ambition, notre dernière ambition sur développer les initiatives complémentaires ou alternatives de l'aide alimentaire. Je n'ai pas pu définir quelles
partagée sur tout le territoire français, notamment en précisant quelles ressources foncières ce développement peut se faire. Donc, enfin voilà, sensibiliser et mobiliser les collectivités aussi territoriales, être vigilante à l'état des sols qui sont alloués notamment pour la santé du consommateur et voilà, quelques critères comme ça pour soutenir la mise en place de jardins partagés. Oui, moi j'avais juste une dernière question peut-être à vous. Les deux études qui nous ont été présentées, l'une inclut un dispositif de participation citoyenne bon, lié, on connaît bien aussi aux pratiques de la CNDP, donc, et l'autre non. Est-ce que ça induit des différences qualitatives enfin, dans les résultats comment vous pouvez... Avez-vous apprécié dire, ces approches? Alors, on les a appréciées dans le sens positif de l'apport que peut faire effectivement une consultation, une participation citoyenne. Ensuite, c'est des dispositifs qui restent quand même très lourds à mettre en œuvre, avec un besoin à la fois de ressources humaines, mais aussi de ressources financières. C'est assez coûteux, parce qu'il faut faire appel à des prestataires également. Donc, au CNA, on n'a pas les moyens de le faire sur toutes nos avis, mais je pense que si on avait les moyens de le faire, on le ferait sur tous nos avis. Donc, on est obligé de faire des choix qui sont plutôt liés à des contraintes d'organisation. Mais en tout cas, on est à chaque fois impressionné par ce que l'apport citoyen peut donner dans le cadre de la concertation, parce que c'est repris. Alors, ça demande un investissement fort des membres du CNA, malgré tout, qui n'étaient pas forcément préparés à ça à l'origine, mais qui en voient tout l'intérêt de plus en plus, quoi, au fur et à mesure qu'on mène ces concertations. Donc, il y a un vrai enjeu à poursuivre. On voit bien que c'est une dimension nationale hein, qui démarre là-dessus. Après, c'est vrai que c'est des dispositifs assez chers, malgré tout. Voilà. Bien, écoutez, je crois que d'abord, on va les remercier toutes, parce qu'on a oublié de le faire tout à l'heure pour la deuxième intervenante. Ah, c'est moi, hein, en tant qu'animateur, qui est fauté. Hein, mais vraiment... Voilà. Je crois que c'est une très bonne idée. Hein. Je pense que dans nos relations Académie et CNA, avec la représentante de la section alimentation, hein, d'ailleurs, qui avait réalisé un ouvrage qui est le grand livre de l'alimentation. Hein, c'est vraiment l'un des axes de notre académie, hein, agriculture, alimentation et environnement. Et je crois que là, on a... La section 4 avec François Collard-Dutilleul et qui pousse complètement ces questions de démocratie alimentaire donc, et des travaux en perspective. Donc, il y a énormément de croisements. Voilà, vous voyez que vous êtes venus presque à votre demande. Hein, et franchement, on aurait dû vous demander. Hein, et moi, j'étais amené à les consulter, les avis. Hein, ça veut dire que c'était déjà bien de le faire savoir, hein, de le faire connaître. Hein, notre devise, c'est une passion connaître, une ambition transmettre. Hein, mais effectivement, il faut transmettre. Hein, et je vous remercie vraiment. Et je remercie votre nouvelle présidente, puisque le mensuel que M. Christian Savert, dont il est le rédacteur en chef, hein, dans la une du mois de mars, ce sera sur vos avis. Donc, grand merci.